Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Comme je l'ai dit toujours, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez la 45 de BM Télévision, Business and Markets Télévision. Vous le savez, c'est une chaîne professionnelle sur YouTube qui se veut être à votre écoute, mais surtout vous apporter l'information, la vraie, au regard du fait que nous avons, nous, journalistes, entre autres, comme rôle d'informer, former, et moi je le dis toujours, pas seulement divertir, mais apporter un plus par rapport à ce que nous avons comme mission vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de recevoir sur ce plateau une éminente personnalité congolaise. Il s'appelle, lui, le monsieur qui est à mes côtés, il s'appelle Philippe Rouvounanguiza. Je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous rappelle, ou je vous donne l'information, c'est une personnalité qui est à mes côtés, et le deuxième Congolais à remporter, ou du moins à être décerné d'un prix aux États-Unis d'Amérique. Ça s'appelle le Civil Courage Prize, donc le prix du courage civique. Le deuxième Congolais, après qui en 2013, le docteur Denis Mukwege. On va revenir d'abord sur cet événement qui a prévalu à la fin du mois d'octobre à New York, à l'Université de New York, si je ne me trompe pas. Et vous allez voir ce qu'a été ce prix-là. Et juste après, nous revenons pour nous entretenir avec lui sur ce plateau. La République démocratique du Congo fait face depuis plus d'une décennie à une exploitation minière sauvage qui a un impact sur aussi bien les tissus sociaux qu'environnementaux du pays. Le Congolais Philippe Rouvounanguiza, directeur du Bureau d'études scientifiques et techniques, BEST, s'est vu couronné, car le prix du courage civil 2024 lui a été décerné, lui, défenseur de droits humains dévoué. La récompense aux victimes de l'exploitation minière et aux populations de Kitutu à Mwenga dans le sud Kivu. C'est à elle que revient l'enveloppe. À New York, le 30 octobre 2024, quand il a reçu le prix, il a évoqué les réalités auxquelles sont exposées les populations congolaises dans les régions minières. Il a dénoncé de cas de violation de droits humains, la destruction de l'environnement et l'insécurité de populations locales, pointant d'un doigt accusateur le Rwanda et l'Ouganda comme acteurs principaux. Il interpelle le gouvernement congolais. Face à ce qu'il qualifie de génocide économique, Philippe Rouvounanguiza interpelle la communauté internationale, particulièrement les États-Unis d'Amérique. Retenez que le prix du courage civil est un prix de droits de l'homme qui reconnaît une résistance inébranlable au mal à de grands risques personnels plutôt qu'une valeur militaire. Il a été fondé en 2000 par la Northcote Parkinson Fund. Après, le docteur Denis Mukwege, qui l'a raflé en 2013, Philippe Rouvounanguiza est le deuxième Congolais à s'inscrire sur cette liste de grandes personnalités du monde. On est de retour sur ce plateau où j'accueille, où je reçois aujourd'hui le vainqueur du prix du courage civique 2024, prix lui décerné à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Philippe Rouvounanguiza. Vous êtes un acteur, si on peut le dire ainsi, de la société qui avait été très actif dans la défense des intérêts de la population congolaise, surtout au niveau de l'exploitation minière, mais aussi vous êtes un défenseur de l'environnement. Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez concouru pour être décoré tel que l'a été? Non, j'ai été sélectionné sur la base des critères déterminés par les organisateurs, ou en tout cas ceux qui délivrent cette distinction. Et j'ai été informé comme ça que j'avais été sélectionné pour être le récipiendaire de ce prix pour l'année 2024. Quelle est l'institution, en fait, elle se fonde sur quels critères? Parce que certainement, ils vous ont dit pourquoi ils ont porté leur choix sur vous. Et elle existe depuis quand? La Train Foundation, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, est une fondation américaine qui a été créée par une personnalité américaine depuis maintenant plus de 20 ans. Je pense que je dois être le 20e récipiendaire de ce prix. Avant moi, comme vous l'avez dit, d'éminentes personnalités l'ont reçu, notamment le prix de Nobel de la paix 2018 et le docteur Denis Mukwege. Et juste avant moi, il y a cet acteur politique russe qui s'appelle Alexei Navalny, qui a également reçu ce prix. Même l'Iranienne ici, avocate aussi, a reçu le prix là, qui est défenseur de droits humains. Oui, il y a cette brave Iranienne. Il y a également Madame Lidia Cacho Ribeiro, qui est une journaliste mexicaine, et beaucoup d'autres personnalités, dont
Cyprien Mbonimpa du Burundi, etc. Donc il y a une vingtaine de personnalités qui ont déjà reçu ce prix et je suis particulièrement fier de paraître aux côtés de ces grandes figures de défense des droits humains. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Recevez d'abord les félicitations de nous particulièrement de BM Télévision, mais aussi, je sais aussi que la population congolaise ne peut que se réjouir de voir que pour la deuxième fois, après le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, c'est vous, le Congolais, qui recevez ce prix de Civil Courage Prize pour 2024. Donc cette année, c'est vous qui êtes au devant de la scène. Alors, vous avez remarqué un fait. C'est depuis des années que vous êtes dans ces combats-là. Il s'avère que vous êtes actif ou travaillez ou habitez aussi dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes dans l'est du pays et là, l'un des éléments cruciaux qui sous-tend la vie nationale là-bas, encore qui engendre des conflits, on va en parler dans cette émission, c'est l'exploitation minière. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis pratiquement près des 30 ans que vous êtes en train d'observer avant d'être acteur principal dans la lutte pour que les droits des Congolais soient préservés dans ce secteur-là? Je pense qu'il est important de situer un tout petit peu mon action dans un contexte particulier. Ce contexte-là, c'est celui de la survenue de la guerre en 1996 en RDC. Mais cette guerre vient suivre des événements plus graves qui se sont produits dans un pays voisin, on peut le citer en 1994, le Rwanda, dans lequel un génocide dramatique a eu lieu. Et nous qui vivons dans cette partie du pays, à la frontière de cet État-là, nous avons vu voilà, les centaines de cadavres qui étaient charriés par la rivière Ruzizi, etc. Après quoi, il y a eu des centaines de milliers de personnes, des réfugiés qui sont venus au Congo. Et ces millions de réfugiés étaient dans des camps, dans des situations tout à fait infrahumaines. 1996 arrive, une guerre survient, qui était conduite par ce qu'on a appelé en ce moment, à cette époque, la FDL, et qui était, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, qui était soutenu par différents acteurs, dont le gouvernement rwandais, qui, très officiellement d'ailleurs, menaçait de poursuivre les réfugiés, etc., qui, semble-t-il, menaçaient sa sécurité. Et lors de la survenue de ces événements, il y a eu énormément de personnes qui ont perdu leur vie, dont le très regretté Monseigneur Monziro, à de heureuse mémoire. En ce moment-là, je suis jeune, je observe tout ça, et je pense qu'il y a une lutte politique qui sous-tend cette guerre-là. Mais c'est avec le temps que je viens me rendre compte qu'en fait, il s'agissait plus d'une lutte pour le contrôle des ressources dans l'est de notre pays. Et c'est cette découverte qui m'a poussé à m'engager pour contribuer à améliorer la gouvernance des ressources naturelles dans notre pays. Très bien, vous avez planté le décor. Ça nous aide d'ailleurs à bien avancer par rapport aux motivations qui vous ont poussé à être au devant de la scène, d'être un acteur important. Alors, finalement, bon, on retrouve un pays avec des institutions mises en place, ainsi de suite. 2006, les élections arrivent et tout ça. Maintenant, il s'avère que, bon, ça devient, il y a des zones d'exploitation minière qui sont opérationnelles dans le Kivu, dans le Grand Kivu, si on doit parler ainsi. Et malheureusement, il s'observe, parce que je vous ai entendu, j'ai suivi ce que vous aviez dit quand on vous a remis le prix, il s'observe que non seulement les populations ne profitent pas de ces ressources-là correctement, comme elles se le devaient, aussi l'environnement en prend un sérieux coup. Alors, quels sont les indicateurs qui vous poussent à peindre un tableau aussi macabre? C'est visible si vous circulez dans les zones où les mines sont exploitées dans ce pays, vous allez vous rendre bien compte de la gravité de la situation. Les populations sont à l'abandon et ne profitent pas des ressources, de l'exploitation de ces ressources, dont elles sont les propriétaires légitimes. Et l'environnement, comme vous le dites, est constamment détruit. Si vous passez dans le Lualaba, par exemple, vous allez vous rendre compte que la province du Lualaba est une province qui paye un lourd tribut
de cette exploitation des ressources. Mais il va également, comme dans le Kivu, où sont exploités de manière artisanale le coltan, l'or, etc. Et voilà, les femmes sont victimes de violences sexistes, de violences basées sur le genre. Les enfants sont parfois utilisés, même malgré les efforts qui sont fournis par le gouvernement et d'autres acteurs pour enrayer ces fléaux. Ces fléaux persistent quand même, il faut le dire. Alors, vous avez été au devant de la scène, comme je n'ai cessé de le dire, mais je me rabats sur une phrase que vous avez dite, lorsqu'on vous a remis le prix, entre autres. Vous avez dit qu'aux États-Unis, où vous y étiez pour recevoir ce prix-là, à l'Université de New York, vous avez dit que c'est de là que devrait venir la solution. C'est-à-dire que si les États-Unis se décident, ils peuvent plutôt changer les choses, ils peuvent changer la donne. Vous êtes adressé aux décideurs, aux dirigeants politiques et aux grands boinas économiques des États-Unis, aux multinationales, ainsi de suite. Pourquoi vous pensez que c'est de lui que doit venir ce bouton qui va arrêter cette hémorragie? Je pense cela parce que les États-Unis sont quand même un leader mondial aussi bien au plan politique qu'au plan économique. Et la plupart des minerais qui sont exploités dans l'est de notre pays, aussi bien dans le Katanga que dans le Kivu, finissent leur course dans l'industrie américaine, qu'elle soit de l'automobile, du téléphone, des ordinateurs et l'aérospatiale et même de l'industrie militaire. Et donc, si les Américains, en tout cas le pouvoir public américain et les entreprises américaines décidaient d'utiliser l'approvisionnement éthique comme norme pour s'approvisionner dans ces minéraux, cela pourrait effectivement avoir un impact sérieux sur la cessation des violences dans l'est de notre pays. Allez-y, je vous en prie. Et donc, il va sans dire qu'il ne s'agit pas de fuir la responsabilité des Congolais ou du gouvernement congolais qui reste malgré tout le principal responsable de la sécurité des citoyens congolais, mais il s'agit de mettre en lumière la part qui pourrait être celle de l'industrie américaine et du gouvernement des États-Unis. Dans ce contexte où j'étais à New York, il était tout à fait normal que je m'adresse à ces leaders des industries et de la politique des États-Unis pour les interpeller et leur demander d'agir pour contribuer à mettre fin à la violence. Vous avez l'impression d'avoir été écouté, entendu, voulais-je dire? Entendu. Comment réagit l'auditoire lorsque vous avez tenu ces discours-là? Entendu, oui. Écouté, je n'en sais rien. C'est le temps qui nous dira si j'ai été effectivement écouté. Lorsque vous parlez à des personnes, elles ont besoin également d'un peu de recul pour analyser vos propos et les comparer aux informations auxquelles ils ont accès. Mais j'espère très sincèrement que ce prix-là contribuera, autant que faire se peut, à faire bouger les lignes. Alors, quelle est la part du Rwanda et de l'Ouganda? Vous n'aimez pas bien trop citer ces deux pays-là, mais quelle est leur part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement au niveau de l'exploitation minière en République démocratique du Congo? Depuis, encore une fois, on va parler peut-être un tout petit peu de contexte, parce que depuis cette guerre de 96, etc., plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies et de différentes organisations de la société civile, aussi bien congolaise que des différents pays dans le monde, ont mis en lumière le rôle de ces pays-là dans le trafic des minerais à l'est de la RDC. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits avérés qui ont déjà été mis en lumière par des rapports d'experts. Maintenant, des efforts ont été mis en place par la communauté internationale, comme on l'appelle bien. Il y a ce guide de l'OCDE pour l'approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit. Il y a également le protocole régional pour la lutte contre l'exploitation illicite des minerais, qui est aujourd'hui en discussion d'ailleurs, dont l'outil de mise en œuvre est en discussion. Je pense à Djouba, au Sud-Soudan. Et donc, tous ces efforts ont été mis en œuvre, ont été déployés, mis en œuvre, mais manifestement, ils n'ont pas arrêté. L'objectif principal, c'était d'abord de couper le lien entre l'exploitation et le commerce des ressources minières et les violences. Il est clair aujourd'hui, on ne peut pas le nier, nous sommes face à l'évidence, les violences se poursuivent. Et l'exploitation, le trafic
des minerais se poursuit. Et donc, on peut dire sans peur d'être contredit que ces outils n'ont pas rempli les attentes qui avaient été placées en eux. Et ça, c'est notamment en raison du déficit d'appropriation politique des États de la région dans la mise en œuvre de l'IRRN, l'initiative régionale pour les ressources naturelles, qui est l'outil de mise en œuvre du protocole régional de lutte contre l'exploitation illicite des minerais. Les États de la région ne se sont pas appropriés cet outil et donc ne l'ont pas mis en œuvre l'IRRN. Tout ça, c'est bien qu'on se le dise, M. Ruvunangiza. On accuse les voisins, le Rwanda, le Burundi, tout ça, mais il y a aussi notre part, nous Congolais. Les miliciens qui sont actifs sur le terrain, je ne sais pas s'ils roulent pour le compte de qui. C'est vrai que la plupart sont approvisionnés selon plusieurs rapports par de mains plus ou moins obscures. Mais quel est le sens de responsabilité de nous-mêmes Congolais, ou vous, des acteurs de la société civile, vis-à-vis de l'encadrement, ou plutôt de l'éducation qui doit être donnée à l'endroit de nos populations pour qu'elles quittent finalement les groupes armés et les milices et que nous puissions retrouver un semblant d'ordre dans cette partie du territoire national? Vous posez là une question très complexe, mais je dois dire que essentiellement la responsabilité de tout ceci, en tout cas pour mettre fin à la violence, comme j'ai dit, relève des Congolais eux-mêmes. Nous ne pouvons pas nous complaire dans cette situation où nous rejetons les responsabilités sur les autres. Ce que nous avons dit, c'est nous faisons un état des lieux, et on dresse des constats que des autres jouent un rôle. Mais la responsabilité revient aux Congolais, à l'État congolais d'abord et aux citoyens en plus. Maintenant, nous comme organisation, ce que nous essayons de faire, c'est que nous travaillons aux côtés des communautés en nous inspirant des outils qui existent, d'expériences qui existent, notamment de la pédagogie des opprimés, du célèbre pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire, dont l'objectif est de donner aux gens les moyens d'être des acteurs de changement de leur situation. Et il s'agit donc de transférer aux communautés des connaissances, des manières de faire, par la pédagogie, pour leur permettre d'être des acteurs de changement et de modifier leur sort en prenant le devant de la scène dans le plaidoyer auprès des gouvernants. Nous travaillons également pour la promotion d'un leadership cohésif entre les leaders locaux et les communautés pour les amener à travailler ensemble, pour affronter les défis qui sont créés par l'exploitation des ressources naturelles. Nous avons des initiatives, nous développons des initiatives notamment qui concernent la formalisation de l'artisanat minier. C'est une des initiatives que nous développons actuellement, que nous appelons Agenda pour la formalisation de l'artisanat minier, comporte un certain nombre d'outils qui vont de la conformité des coopératives minières à l'acte uniforme de l'OHADA et au code minier, jusqu'à l'accès à des marchés équitables, etc., pour rendre les coopératives plus fonctionnelles et plus durables, si vous voulez, plus responsables. Nous développons également un outil qui concerne l'industrie minière, que nous appelons le baromètre national de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un outil qui vise à entraîner les populations et les entreprises dans une dynamique de co-construction sociétale. Voilà plus ou moins en résumé les efforts que nous fournissons pour appuyer la mise en œuvre de la législation. Nous avons travaillé beaucoup avec d'autres acteurs de la société civile pour la réforme du cadre normatif de l'exploitation des ressources minières en RDC. Nous collaborons également avec d'autres acteurs de la société civile à des programmes de réforme qui concernent les autres secteurs des ressources naturelles. Mais en ce qui concerne strictement les minerais, nous avons obtenu cette réforme en 2018. Nous sommes face au défi de sa mise en œuvre. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces explications supplémentaires que vous nous donnez, qui montrent à suffisance que vous êtes quand même en train de travailler pour essayer de changer la donne à ce niveau-là. Mais qu'en est-il du volet environnemental? Qu'est-ce que vous avez constaté pour être clair? Est-ce que l'on parle de la destruction de l'environnement seulement dans les zones où ces gens-là, où ces exploitants-là travaillent, ou bien cela a des corollaires, ou bien s'étend sur plusieurs hectares, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer?
Ben, il est bien clair. Si vous circulez dans les zones où se déroule l'exploitation minière, vous allez voir les impacts environnementaux s'étendre au-delà des zones géophysiques, si je puis dire, où cette exploitation se déroule. Donc, si vous êtes à Bukavu, vous pouvez déjà voir certains impacts de l'exploitation des ressources, notamment les destructions, etc., les coupes de bois, etc., toutes ces demandes des boissons, etc., qui finalement conduisent à la production des milliers de tonnes de déchets qui sont finalement reversés dans le lac Kivu, par exemple, etc. Si vous allez dans les zones d'exploitation, à Kitutu, tout ça, etc., Mwenga, vous allez voir que les exploitants miniers artisanaux qui opèrent rejettent malheureusement dans l'environnement des métaux lourds, etc. Il y a également d'opérateurs étrangers, parmi lesquels les Chinois, etc., qui détruisent la rivière Elila notamment avec des dragues, etc. Et donc, le mal est en train de s'aggraver tous les jours. Et c'est ici d'ailleurs pour moi l'occasion de lancer un appel aux autorités publiques pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour arrêter, ou en tout cas pour contrôler cette exploitation et faire en sorte qu'elle s'efface. On n'est pas contre l'exploitation de ressources, mais l'exploitation doit se faire de manière responsable et durable, en préservant l'environnement. Si vous allez dans les régions où sont exploités le cuivre, le cobalt, etc., on sait déjà voir les impacts sur les ménages, sur les déplacements des populations, etc. Il y a plein d'impacts qui sont en train de documenter, notamment par notre projet de baromètre national de la RSE, dont le premier rapport sera publié dans les prochaines semaines. Et donc, il est très important, j'ai lisé encore dans la presse ce matin, que ces exploitations vont de plus en plus dans certaines aires protégées, notamment dans le parc de Kaouzi-Biega et dans le parc de Virunga aussi, etc. Donc, le mal est en train de s'aggraver et les gouvernants devraient prendre leurs responsabilités pour mieux structurer l'exploitation des ressources. Alors, vous êtes, ça a été dit dans le reportage, vous êtes le directeur de ce qu'on appelle le BEST, le Bureau d'études scientifiques et techniques. Je crois que j'ai bien résumé la signification de BEST. Et quel est l'objectif poursuivi par le BEST pour effectivement assurer cet assainissement au niveau de tout ce que vous venez de dénoncer ici? Est-ce que vous n'êtes pas, comme le diraient certains, on vous accuse de fois d'être à la solde de certaines entreprises minières étrangères qui ne sont pas concernées ou bien qui n'ont pas été sélectionnées pour être actives au niveau de l'exploitation minière en République démocratique du Congo ou dans certaines zones? C'est la raison pour laquelle vous apparaissez comme celui qui vient pour dénoncer ceux qui ont obtenu le marché. Bon, je ne pense pas que nous soyons, comme organisation de la société civile, sur ces registres-là. D'abord, au départ, le BEST, notre organisation a été créée en 1988. En ce moment-là, l'objectif était d'être un bureau d'études classiques qui avait pour objectif de rendre des services en termes d'études à différents acteurs, dont les pouvoirs publics, etc. Mais le contexte de la guerre et ses corollaires nous ont progressivement amenés à modifier notre action et à devenir une organisation à double vocation. Donc nous avons gardé notre casquette de bureau d'études, c'est pour ça que nous n'avons pas changé de nom, de dénomination, mais nous nous sommes engagés également comme une organisation de la société civile, une organisation de développement qui s'engage auprès des communautés par le plaidoyer, par la formation, par différents moyens pour contribuer à améliorer la gouvernance des ressources. J'ai expliqué le contexte dans lequel personnellement et dans lequel notre organisation s'est engagée sur cette voie-là. Et donc en ce moment-là, au contraire, bien, il n'y avait presque pas d'entreprise parce que si vous vous rappelez en 2002, justement, on lance le code minier dont l'objectif était justement d'attirer les investisseurs. Et ils sont venus nombreux et voilà, l'exploitation du cuivre notamment qui était à moins de 400 000, déjà moins peut-être même de 100 000 tonnes avant cette période-là. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2 millions de tonnes l'an.
Les investisseurs sont venus, donc nous n'étions pas rangés dans cette perspective d'entreprise. Nous sommes rangés auprès des communautés de la RDC qui sont victimes de cette exploitation parfois sauvage des ressources naturelles. C'est bien dit, c'est bien encourageant de mener une action comme celle-là. Et est-ce que vous créez une synergie avec les autres pays qui ont connu le même problème? On peut peut-être parler de ces pays-là qui maintenant disposent d'une politique beaucoup plus réduisante pour mettre un terme à ces genres de situations. Est-ce que dans vos différents déplacements, parce que vous en faites régulièrement, vous avez pu créer une synergie de manière à ce que l'expérience des autres puisse nous être utile pour faire face à la situation? Oui, les synergies se mettent en place progressivement en fonction des intérêts bien compris des acteurs, il va sans dire. Mais nous nous inspirons également, nous inspirons beaucoup de l'expérience des autres. Nous inspirons beaucoup de l'expérience des autres, des pays comme l'Afrique du Sud, qui est un grand pays minier en Afrique, et dont les populations ont quand même, au-delà des défis qui restent présents, les populations ont beaucoup mieux bénéficié de l'exploitation de ressources que nous ici, par exemple. Nous inspirons également des modèles de transparence comme celui de la Norvège, qui est un pays pétrolier et dont les ressources pétrolières sont gérées dans une efficiente, oui, transparence exemplaire. Toutes les personnes, tous les citoyens norvégiens ont accès à l'information sur les ressources, les revenus qui sont issus de l'exploitation de ces ressources-là. Nous nous inspirons des exemples de plusieurs pays pour voir comment améliorer les pratiques de notre propre écosystème ici d'exploitation de ressources naturelles. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener après l'obtention de ce prix? C'est-à-dire que cela vous a hissé à un niveau où votre voix devient beaucoup plus audible qu'avant, ça on doit le reconnaître. Et qu'est-ce que cela vous motive par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre? Je peux peut-être rentrer dans votre secret, hein, je ne sais pas ce que vous avez comme planification. Qu'est-ce que vous entrevoyez de mener comme action dans les jours à venir pour que la sensibilisation puisse s'accroître? Je souhaite profiter de cette opportunité qui m'est offerte par ce prix pour amplifier mon plaidoyer, en tout cas le plaidoyer de notre organisation et celui de la société civile sur la mise en œuvre du guide de l'OCDE pour l'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit à haut risque. Nous avons, depuis, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce concept de traçabilité des minerais et des entreprises, je peux dire, ou en tout cas des organismes prestataires de services de traçabilité opèrent dans ce pays-ci depuis plus de 10 ans. Mais le constat a déjà été fait par nous-mêmes et par d'autres organisations, d'autres experts, que ces mécanismes de traçabilité ne produisent pas les effets qui sont attendus de lui. Notamment, celui que je disais, couper le lien entre l'exploitation illicite des minerais et les violences. Il a déjà été documenté par notamment Global Witness, le groupe d'experts des Nations Unies et d'autres organisations de la société civile congolaise que ces prestataires de services de traçabilité ont plutôt parfois facilité de la contrebande de minerais et continuer à alimenter, à polluer les chaînes d'approvisionnement mondiales en ressources provenant de l'Est de la RDC. Et donc je compte profiter de cette opportunité pour amplifier mon plaidoyer sur ce point-là, mais également pour amplifier mon plaidoyer auprès de l'État congolais et d'autres acteurs pour assainir davantage le secteur de l'exploitation des ressources naturelles, des mines en particulier en République démocratique du Congo. Ça, c'est bien, l'objectif est bien clair. Vous savez à quoi vous attendre par rapport au travail que devrait abattre Monsieur Luvudangiza Philippe. Comme nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, je voudrais quand même vous poser une question qui apparaît importante pour ce qui est du prix que vous avez remporté. Le prix porte sur le courage, c'est-à-dire que vous êtes un courageux, vous avez fait preuve d'un courage civique pour dénoncer un certain nombre de faits. Est-ce que vous faites l'objet de fois de menaces qui pousseraient effectivement les organisateurs de ces prestigieux prix à reconnaître en vous ce courage exceptionnel qui vous habite? Le travail de façon droit de l'homme est un travail qui comporte un certain niveau de risque. Et lorsque nous nous engageons sur la question de la gouvernance des ressources naturelles et qu'on voit les acteurs en présence, il est bien clair que les risques sont évidents.
nous les affrontons quand nous pouvons, nous les contournons, nous essayons de gérer les risques, de les mitiguer de la meilleure manière qu'on peut. L'objectif n'est pas de s'exposer au danger, l'objectif est de travailler avec les communautés pour réduire les impacts, etc. Et réduire justement cette tension en termes d'insécurité, aussi bien pour nous comme acteurs de la société civile que pour les communautés qui sont autour de ces exploitations. Vous avez déjà entendu plusieurs fois cette circulation des groupes armés, congolais ou étrangers, etc., qui exposent aussi bien les acteurs de la société civile que les communautés à des risques patents. Et donc, les risques sont là. Voilà, je pense que c'est pour cette raison aussi que la Trend Foundation a estimé que voilà, il était important de me décerner ce prix-là pour regarder la manière dont j'ai géré les risques auxquels j'ai été confronté. Merci beaucoup, M. Philippe Vunangiza. Une dernière communication avant que nous ne mettions un terme à cet échange qui, du reste, a été très bénéfique pour nous, ainsi que pour la population, au regard du fait que nous avons appris à beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme dernière communication à l'endroit de ceux qui vous suivent, c'est-à-dire la population congolaise, mais aussi, vous l'aviez peut-être dit aussi, mais je vous donne quand même l'opportunité de le dire peut-être beaucoup plus de manière directe à l'endroit des autorités pour que le Congo soit un autre Congo dans ce domaine qui est le vôtre. Bon, ce que je dois dire, c'est que le prix qui m'a été décerné est accompagné d'une petite enveloppe financière que j'ai dédiée aux populations de Kitutu en territoire de Mwenga. Wow. Pourquoi est-ce que j'ai dédié ce prix-là à cette communauté? Parce que cette communauté est justement l'une des communautés dans ce pays qui est en proie à l'exploitation sauvage des ressources naturelles, quasiment à une espèce de nouveau type d'esclavage moderne des populations. Et ces ressources serviront à soutenir les activités de l'association des victimes que ces populations ont mis en place pour défendre leurs droits. Félicitations. J'aimerais lancer un appel au gouvernement congolais pour que les mesures nécessaires soient prises pour arrêter l'exploitation illicite des ressources naturelles. Il y a des acteurs qui relèvent, des acteurs, je pense, incontrôlés, qui relèvent des pouvoirs publics, en tout cas des acteurs officiels, parfois des militaires, parfois des policiers, parfois d'hommes politiques, qui sont impliqués dans cette exploitation, et il est temps que les pouvoirs publics prennent ces responsabilités pour arrêter ça. Parce que c'est une situation qui met en danger la vie des populations et qui met en danger l'environnement de notre région là-bas, notre belle région. Je l'ai dit à New York dans mon discours, je dis, nous ne pouvons pas laisser le Congo dans le sort triste dans lequel il se trouve. Laisser le Congo dans cette situation équivaut à renoncer au trésor qu'offre cette région, mais aussi en péril la sécurité des Congolais, mais de l'humanité également. Merci beaucoup. Merci, M. Vunangiza Philippe, d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Nous avons eu l'honneur, le privilège d'avoir sur ce plateau M. Vunangiza Philippe. C'est lui qui est détenteur du prix du courage civique 2024. On le lui a décerné aux États-Unis d'Amérique, je crois que c'était les 30 octobre, c'était le 30 octobre 2024 à New York. Nous ne pouvons que féliciter ces types de Congolais, ces types de personnalités qui se battent pour la République démocratique du Congo sur le terrain qui est le leur, et ils le font de si belle manière qu'ils arrivent à capter l'attention, si pas l'intérêt, des décideurs et de ceux qui surveillent tous ceux qui sont actifs pour la défense des intérêts de la population et de l'humanité. Et c'est une fierté qu'après le docteur Denis Mukwege, nous ayons ce jour un autre aussi, une personnalité, c'est-à-dire M. Vunangiza Philippe, qui a vu sa personnalité disposer de ce prix-là
Civil Courage Prize. Merci beaucoup pour vous qui êtes permanent et abonné sur notre chaîne Business and Markets Television, BMTV. Nous vous disons à la très prochaine fois pour un autre sujet avec toujours des acteurs importants, car je vous le dis, les ressources, on le puise auprès des personnalités qui sont invitées et nous ne faisons que vous permettre d'accéder à ces ressources-là. Très bonne suite des programmes sur BMTV. Au revoir.